sud. Cette dépression ramène de l'air chaud. La problématique, c'est que cette dépression, qu'on retrouve, qui se situe à la place de l'anticyclone d'habitude des Açores, vous connaissez certainement, elle parle souvent de l'anticyclone des Açores, il se situe dans cette zone-là. Là, on avait une dépression qui est restée positionnée très longtemps dans l'année et qui a ramené ce vent de sud à l'avant. Là, on voit très bien sur les masses d'air. Donc, il a fait très chaud et très sec. À Saint-Étienne, par exemple, c'est plus 1,75 degrés au-dessus des normes sur une année. Alors, ça vous paraît tout petit, 1,75 degrés. En réalité, c'est énorme. En termes d'énergie dans l'atmosphère, c'est énorme. Et surtout, c'est 1,75 degrés. Ici, on a un gel encore en avril. Mais vous voyez bien, on a des gros pics qui montent à plus 10 degrés au-dessus des normes. C'est juste la moyenne qui est à 1,75 degrés. Donc à Saint-Étienne, c'est l'année la plus chaude depuis le début des mesures. Saint-Étienne en 2022, suivi de très près de 2023 depuis. Et au niveau du globe, si je regarde au niveau du globe, toutes les zones en rouge ici foncé, là, ce sont les zones où 2022 a été la plus chaude jamais observée. Donc on retrouve bien l'Europe de l'Ouest, comme je vous ai dit, à cause de cette dépression qui a ramené tout l'air chaud. Les zones où l'année 2022 a été la plus froide sont présentes dans cette carte. Il y en a une, c'est celle-là. C'est ce petit pixel. Et ce déséquilibre entre les records de chaud et le record de froid est une des caractéristiques aussi du changement climatique. Donc 2022 au niveau de la France, c'est l'année également la plus chaude. Deuxième également, la plus sèche. Vous avez ici la carte de l'indice hydrique des sols. Donc, l'indice hydrique des sols, c'est la sécheresse. On était au niveau extrême ici sur la plupart des régions, Saint-Étienne compris. Ça, c'est une cartographie du 4 août 2022. Donc on a eu la première année la plus chaude, la deuxième la plus sèche. Donc forcément, au niveau des rendements agricoles, c'est le désastre. Là, vous avez les rendements agricoles pour le maïs grain non irrigué, pour m'affranchir de l'impact humain sur l'eau. On va de moins 5 jusqu'à moins 54%. À Saint-Étienne, on est autour des moins 20%. Alors vous allez me dire, moins 20%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même, sur toute une surface d'une région, c'est plusieurs millions, centaines de millions de pertes. Moins 54%, là, c'est tout simplement plus viable économiquement parlant si c'est plusieurs années de suite. Donc c'est énorme. D'ailleurs, c'est la plus mauvaise année depuis 1990, sachant que depuis, on a fait énormément de progrès génétiques. Donc c'est vraiment descendre très bas. Pour le blé, ici, on est entre moins 15 et moins 11%. Cependant, sur le nord de la France, on a quand même des hausses de rendement malgré ces événements, et je vais vous les expliquer tout à l'heure. Pour la pomme de terre, on est à moins 32, et d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être, la pomme de terre a eu énormément de problématiques, notamment sur la taille pour les frites, notamment pour McCain et McDonald's, les plus grands consommateurs de frites de France, parce que les consommateurs aiment bien avoir des frites longues pour quand ils les trempent dans le ketchup, qu'ils ne se mettent pas du ketchup sur les doigts. Donc à un moment, il va peut-être falloir aussi que les consommateurs se disent c'est pas grave si ma pomme de terre est plus petite, si elle a le même goût. Donc des problèmes de taille, mais aussi de poids, puisqu'il y avait beaucoup moins de rendement. Voilà, donc des rendements déficitaires sur la pomme de terre. Sur le fourrage qui vous concerne particulièrement, la fourrage, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux, c'est la prairie. Un gros déficit également dans la région, cependant il a été rattrapé en 2023. Et si je fais le bilan sur l'ensemble du Rhône-Alpes, c'est à peu près la même chose en Auvergne d'ailleurs, et tout simplement tous les rendements de toutes les cultures qui sont présentes majoritaires sur le territoire étaient en baisse, avec des baisses très conséquentes pour la févrole, le maïs. Alors on retrouve un peu le colza d'hiver ici qui n'a pas trop souffert, le tournesol, mais la plupart des cultures d'été, voilà, avec de très fortes baisses de rendement. Donc ces rendements-là ne sont pas viables à long terme pour les agriculteurs si on a plusieurs années de suite, comme cela. Alors pourquoi je parle de 2022 et pourquoi je suis très content qu'il y ait du monde ce soir pour m'écouter? Parce que quand je projette 2022 sur les courbes de changement climatique, on tombe sur 2050. Ici, vous avez donc les courbes en rouge, la courbe de prévision du GIEC, et en plus, c'est un scénario plutôt modéré. En noir, vous avez les points d'observation. Donc là, ce n'est pas des projections, ce sont des observations. C'est nos thermomètres qui les ont mesurés. Quand je place 2022 ici, sur l'année la plus chaude pour l'instant, et je la projette sur les projections, on tombe sur 2050, ça veut dire que 2022 sera une année normale en 2050. Au niveau thermique, 2022 dans 30 ans, ce sera normal. Au niveau hydrique, on a peut-être un petit peu plus d'incertitude, mais au niveau thermique, on sera sur une année normale. C'est-à-dire qu'il y aura des années plus chaudes, des années plus froides, mais en moyenne, on sera sur une année classique. Donc BFM TV ne sortira pas voir une petite fille sur le Trocadéro manger sa glace à 35 degrés et lui dire est-ce qu'elle a chaud, parce que forcément elle va dire elle a chaud, ou la grand-mère du petit village qui dira je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, maintenant on sortira plutôt à 40 ou 45, ce sera là où ce sera exceptionnel. 35, ce sera banal.
Voilà une photo de Paris en parlant du Trocadéro, depuis le Trocadéro. Donc on va parler maintenant des précipitations jusqu'en 2100, sur la France et sur le département. Je sais que dans l'Assemblée, il n'y a pas forcément que des agriculteurs, et je vous ai fait une petite synthèse ici pour vous dire que les sécheresses ne viennent pas uniquement des pluies. C'est pas parce qu'il pleut qu'on est sorti d'une sécheresse, ou c'est pas parce qu'il ne pleut pas qu'on a forcément une sécheresse. Les précipitations, en fait, sont qu'une seule partie de l'explication des sécheresses. Parce s'il y a par exemple il y a de forts orages, une partie va ruisseler. Donc ne va pas rentrer dans le sol, ça va directement les ruisseaux. Ensuite, il y a une partie qui s'infiltre, qui est reprise par les plantes, et qui vont transpirer par les feuilles ou l'évaporation par le sol. Donc de l'eau qui repart à l'air. Donc toute l'eau ne reste pas dans le sol quand il pleut. Donc on va regarder un petit peu l'évolution de ces différents paramètres. Et je commence par ce premier point qui va vous étonner. On va regarder ce qui s'est passé dans le passé. Depuis 1961, ici vous avez chaque petit point, c'est un pluviomètre. Depuis 1961, dans la Loire, il pleut plus. Il y a plus de pluie pour l'instant, qui est apportée, il y a la variabilité naturelle, mais aussi un peu de changement climatique. Et entre 1961 et 2012, les pluviomètres de la Loire ont enregistré plus de pluie. Sur votre département, à l'année, il pleut plus. Alors ça peut paraître paradoxal avec cette carte, parce que cette carte, elle montre l'évolution des sécheresses en France. Dans la région, il y a à peu près plus 5% de pluie sur Saint-Étienne à l'année, tandis qu'on a entre plus 8 et plus 15% de surface en sécheresse. Donc on a plus de pluie et plus de sécheresse. Vous allez me dire, mais pourquoi? Alors je commence déjà par cette figure du Rhône-Alpes pour vous montrer qu'on a une progression ici, on commence à avoir de plus en plus ça dans ces sécheresse. Alors ça reste quand même une progression assez légère par rapport à d'autres régions du sud de la France où cette progression est plus importante. Donc pour ça, je vais me projeter maintenant à un monde à plus 3 degrés pour regarder comment évoluent les précipitations. C'est une carte du GIEC, sur la classe du GIEC, sur un site internet qui diffuse ces cartes-là. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution des précipitations à l'année. Dans le sud de l'Europe, on s'attend à avoir moins de pluie. C'est pour ça qu'on parle de hotspot pour la Méditerranée, où là, effectivement, on aura plus de sécheresse. Dans le nord de l'Europe, on s'attend à avoir plus de pluie. Et il y a toute une zone assurée ici où on est dans une zone d'incertitude. Donc pour l'instant, la modélisation n'arrive pas à se rendre compte si on aura plus ou moins de pluie à Saint-Étienne. On a plutôt tendance à dire qu'elle sera stable. Voilà. Donc je vous ai pris un modèle ici, le modèle Aladin de Météo France. De 1950 à 2100, les couleurs représentent les scénarios. Il y a le Mont-Forêt, Roanne, Plaine du Forêt et le Mont du Lyonnais. Alors sur les scénarios d'Aladin, on voit une hausse des précipitations. Ça dépend des modèles. Certains modèles voient une hausse, certains modèles voient une baisse, certains modèles voient une stabilisation, donc on n'est pas vraiment... Là j'ai pris un exemple où il y a quand même une hausse. On s'attend, suivant les modèles, à avoir peut-être un petit peu plus de pluie à l'année. Pour l'instant, vous allez me dire, je ne sais pas vraiment où on va, puisque, je peux vous dire, c'est terminé, il y aura la même quantité d'eau qui va tomber à l'année. C'est pas problématique, on peut tous rentrer chez nous. En réalité, j'ai commencé par l'année, j'ai fait exprès, parce que c'est pas au niveau de l'année qu'on regarde pour l'agriculture, c'est au niveau des saisons. Vous avez ici l'hiver, l'été, c'est la même carte. La même carte que tout à l'heure au niveau annuel. L'hiver, ce qu'on observe, c'est qu'on s'attend à avoir un petit peu plus de précipitations à Saint-Étienne, on n'est pas très loin des zones d'incertitude cependant. Par contre, en été, on s'attend là à avoir beaucoup moins de pluie. Quand j'additionne les deux cartes, on a à peu près la même quantité d'eau qui tombe à l'année, voire peut-être légèrement plus. Mais en réalité, le changement climatique n'est pas un problème sur les précipitations sur l'année, c'est un problème de répartition des pluies dans les saisons. Et vous me voyez venir au niveau de l'agriculture, c'est pas en hiver que l'agriculture est prospère, c'est en été. Et donc en réalité, au moment où on a besoin de plus d'eau, pour le tourisme, mais également pour l'agriculture, c'est là où il y en a le moins. Donc quand je regarde l'indice hydrique des sols, c'est ce que vous appelez la sécheresse, moi j'appelle ça le SWI, Soil Water Index. Ici c'est l'hiver, 1976-2005, 2070-2100. Quand on est en jaune, c'est que l'indice hydrique des sols est très haut, le sol est saturé en eau. Quand on est en rouge, c'est qu'il n'y a plus d'eau disponible pour les plantes. Ici, à Saint-Étienne, on peut regarder, il n'y a pas vraiment de modification. Il y aura toujours de l'eau, en moyenne, dans les sols, en hiver. Les végétaux auront toujours de l'eau en hiver. Par contre, je peux vous mettre l'été. Là, vous avez l'évolution sur l'été. Alors, il y a des zones qui sont beaucoup plus concernées que d'autres, mais on perd à peu près 15 à 20% de l'eau dans les sols. C'est énorme, en réalité, sur une moyenne
pour l'ensemble de l'été. Pourquoi? Premier point, parce qu'il y a moins de pluie. Je vous ai dit qu'il y a moins de pluie en été, il y en aura peut-être plus en hiver, mais en tout cas il y en a moins en été. Il y a une hausse de l'évaporation et de la transpiration parce qu'il fait plus chaud. Donc l'eau repart beaucoup plus facilement à l'atmosphère. Et il y a également une hausse de l'intensité des pluies, puisque chaque degré gagné, c'est plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça fait plus 3 à plus 4% de précipitations quand il pleut, donc des ruissellements supplémentaires. C'est pas de l'eau efficace, quoi. Donc pour ces trois raisons, l'indice hydrique des sols diminue en été, et c'est pour ça que l'agriculture, que les sécheresses progressent, alors qu'il tombe soit légèrement plus d'eau, soit la même quantité d'eau à l'année. Ça, c'était pour le sol, donc les 2 premiers mètres. Je vais regarder maintenant les nappes phréatiques et l'eau de surface, parce que vous êtes très dépendant de l'eau de surface. Ça, c'est une moyenne annuelle. On s'attend à une diminution des débits des rivières d'à peu près moins 5 à moins 25% donc du niveau d'eau dans vos rivières dans la région. Et au niveau des nappes phréatiques, c'est entre moins 10 et moins 20% de remplissage hivernal, donc de l'eau qui va manquer en surface, au sol, mais également en profondeur. Vous entendez les moteurs des voitures qui émettent du CO2. C'est particulier. On va voir qu'ils peuvent fertiliser le blé avec ce CO2. C'est les diapos d'après. C'est histoire de se donner bonne conscience. Voilà, donc une diminution des précipitations à cause justement de nos émissions de CO2. Donc, je vais parler maintenant de la température. On a vu les pluies. Donc maintenant, on va regarder la température. Bon, ça va être plus rapide parce que vous connaissez ces figures. Hausse de la température en France, plus 1,7 degré depuis 1959 au niveau de la moyenne française, et plus 1,7 degré à Saint-Étienne, d'ailleurs, dans la moyenne française. Le changement climatique n'est pas seulement une modification de la température, c'est une modification aussi des zones climatiques. Ici, vous avez les températures de 1976 à 2005 et de 2070 à 2100, donc un siècle plus tard, pour un scénario modéré, donc je sous-estime légèrement ce changement climatique. Ici, dans la Loire, vous voyez, vous avez à peu près 10 degrés de température moyenne, peut-être 11 du côté de Saint-Étienne. Dans l'avenir, on sera autour des 12, ce qui correspond à Bordeaux, ce qui correspond à Toulouse maintenant. Les climats remontent par le sud, et ça c'est très important à comprendre parce que ça va aussi conditionner la remontée de certaines cultures par le sud. Quand je regarde les températures donc moyennes annuelles de 1950 à 2100 suivant les 3 scénarios climatiques qui se séparent bien à partir de 2050 suivant les scénarios plus chauds ou plus froids, et on voit que quelle que soit la zone du département, la température augmente tant qu'on n'a pas limité nos gaz à effet de serre. Par exemple, le scénario 2.6 ici en vert, on limite les gaz à effet de serre rapidement et la température se stabilise et rediminue et ça prendra peut-être plus de 100 ans pour revenir à un niveau normal. Donc le mont du Forêt forcément est plus froid, 6-7 degrés de température moyenne que la plaine de Roanne, c'est logique, on est sur un sommet. Voilà, donc des températures qui remontent, donc ça c'était pour les moyennes. Ce qui nous intéresse aussi en agriculture, c'est les extrêmes. Les moyennes vont conditionner les remontées des potentiels climatiques, peut-être de l'olivier. Les extrêmes vont conditionner aussi les dégâts. Parce qu'une canicule, quand il fait plus de 35 degrés pendant qu'un maïs est en pleine floraison, ça fait des problématiques. Quand il fait plus de 25 à 30 degrés pendant le remplissage du grain du blé, le remplissage du grain du blé ralentit. Quand il fait plus de 35 degrés sur une fleur de courgette ou une fleur de tomate, elle a tendance à faner, à tomber. Donc ce sont des pertes de rendement. Ces canicules conditionnent les pertes de rendement. Alors ici, je vous ai mis les canicules de 1940 jusqu'à 2023 en France. Premier point, avant les années 2000, ici, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait des canicules en France. Certainement, plusieurs personnes dans cette salle ont vécu les canicules de 76, 75 et 83, que je n'ai pas vécu, moi c'est plutôt celle des années 2000. Peut-être pas celle de 1947, ceci dit. Mais il y avait déjà des canicules en France. Donc le changement climatique n'est pas à l'origine des canicules, elles étaient déjà existantes. Par contre, il est à l'origine de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité. On en a 4 fois plus maintenant. On ne parle plus de risque de canicule, parce qu'avant on avait une canicule chaque 4 ans. Maintenant, on a plus d'une canicule par an, en moyenne. Donc une augmentation du risque, une augmentation également de l'intensité. En 2023, on a pu en voir 2022, 3. En 2003, c'est la plus grosse canicule qu'on ait pu observer. Cette fois-ci, la plupart des personnes, même toutes, l'ont connue. 2003, c'est 17 000 morts en France. Cette canicule de 2003 deviendra, c'est essentiellement dans les EHPAD malheureusement, cette canicule 2003 deviendra tout à fait classique en 2050. Je peux vous dire que là, dans les EHPAD, ce sera la panique d'ici là. Ceci dit, ne souriez pas trop parce que c'est moi qui sera dans les EHPAD d'ici là. Ne rigolez pas, j'ai dit.
Alors je vous montre les graphiques au-dessus de 35 degrés au Mont du Forêt, à Roanne, Plaine du Forêt, toujours au Mont du Lyonnais, hein, je ne répète pas. Mont du Forêt, bon, sur les sommets, 35 degrés, ça restera compliqué à atteindre. Ceci dit, du côté de Roanne et de la Plaine du Forêt, ça continue à monter. On pourra atteindre les 30 jours au-dessus des 35 degrés. Et encore, les données du DRIAS que j'utilise, celles de Météo France, sur les serveurs de Météo France, sous-estiment les extrêmes climatiques. Donc ça pourrait être un petit peu plus. Et je passe au froid maintenant, pour se rafraîchir avant de passer au blé. Alors là, c'est le nombre de jours de gel. J'ai vu, on explose le graphique sur le Mont du Forêt, forcément sur les sommets. Ceci dit, le nombre de jours de gel dans les 4 points que j'ai étudiés, bon, est en baisse. Est en baisse, forcément, il fait plus chaud, le nombre de jours de gel diminue. Vous allez me dire, c'est pratique. Moins de gel, plus de rendement agricole, moins de pertes. C'est pas si simple que ça, notamment avec l'avancée des stades de floraison. Et autre point, le gel est très important pour nettoyer les parcelles. Alors, quand je dis nettoyer les parcelles, c'est pas passer le balai, c'est tuer les pucerons, tuer les œufs, tuer les champignons, etc. Le gel a un potentiel de nettoyer les parcelles. S'il fait très humide et très doux en hiver, on a un potentiel de maladie très important au printemps. Je ne vais pas vous décrire quelle année est très humide et très douce. Cette année, on a un risque de maladie très important. Dès que les feuilles vont apparaître, très rapidement, on a des champignons qui pourront s'y installer, puisqu'il n'y a pas suffisamment eu de mortalité hivernale avec le gel. Voilà, donc maintenant je passe au blé, maïs, fourrage et vache. Et puis après, on aura des parties beaucoup plus générales sur l'agriculture. Alors voici les rendements du blé depuis 1815. Donc, depuis l'époque de Napoléon, il me semble. Ce qu'on voit, c'est que depuis 1945, les rendements du blé, ils ont explosé, multipliés par 7. C'est ce qu'on appelle la révolution verte, avec le progrès, entre guillemets, génétique, chimique et mécanique, qui a permis en fait au rendement d'augmenter. Alors il y avait une nécessité à l'époque, en 1945, de faire une agriculture intensive, parce qu'il fallait sortir des risques de famine. C'était nécessaire. Ce n'est pas forcément la même structure sociétale à l'époque et les mêmes besoins. Maintenant, ce modèle peut être remis en question avec les problématiques environnementales qui rentrent. Cependant, depuis les années 2000, on observe une stabilisation des rendements du blé, malgré encore ces progrès génétiques, chimiques, mécaniques et maintenant numériques. Vous allez me dire, vous attendez à ce que la courbe continue à augmenter, parce que le potentiel génétique de l'espèce est beaucoup plus haut, on peut monter plus haut. Certains scientifiques de l'INRA, en 2010 et 2009, de Arvalis également, ont travaillé sur ces sujets-là et ils ont montré, grâce à la remodélisation avec le climat, que l'impact du changement climatique était visible. C'est pour ça qu'on avait une stabilisation des rendements, parce qu'il faisait plus chaud et plus sec pendant la période de remplissage du grain. Le grain, il se remplit à peu près autour du mois de juin, et cette période-là était plus chaude et plus sèche. Donc il y avait moins d'eau pour faire gonfler ce grain-là, moins de rendement potentiel, et donc un rendement qui avait tendance à se stabiliser avec des années catastrophiques comme en 2016. Là, ce n'est pas un déficit d'eau, c'est un excès d'eau pendant les récoltes. Donc des extrêmes climatiques dans les deux sens qui stabilisent ce rendement. Si je projette jusqu'en 2050, après il y a beaucoup trop d'incertitudes sur les scénarios climatiques, mais jusqu'en 2050, on s'attend à avoir une baisse de 0 à moins 15% dans le sud de la France et une hausse des rendements de moins 5 à plus 10% dans le nord de la France, malgré le fait qu'il y ait plus de sécheresse et de fortes chaleurs pendant le remplissage du grain, voire de canicule. Vous allez dire comment ça se fait que dans le nord de la France, le rendement continue à augmenter malgré cette pression climatique. C'est là où je vais vous parler du rallye, du CO2. Merci, le rallye, parce qu'en fait, alors je dis ça en rigolant, le CO2 est un fertilisant pour le blé. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va pousser vite. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Il y a certaines régions du globe où le CO2 favorise la croissance des végétaux. Cependant, l'équation de la photosynthèse, c'est CO2 plus eau, donne après les sucres pour la plante. CO2 plus eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre. Et donc il faut, si le CO2 augmente, s'il n'y a pas d'eau, on ne pourra pas utiliser ce CO2. Ce qui se passe dans le nord de la France, ici, c'est que le rendement du blé a tendance à augmenter parce que les sécheresses arrivent plus tard dans le cycle du blé, et donc il a le temps d'utiliser le CO2 en excès. Dans le sud de la France, les sécheresses arrivent plus tôt, et donc le blé a moins le temps d'utiliser ce CO2. C'est pour ça que le rendement diminue. En fait, ici, c'est une différence d'arrivée de sécheresse dans le cycle du blé. Alors bien sûr, le CO2 n'est pas qu'un fertilisant aussi pour les végétaux. Il peut avoir un effet extrêmement négatif sur l'eau, et donc forcément, ça n'a pas que des impacts positifs sur la photosynthèse. Voilà pour le blé. Donc c'est-à-dire ces rendements-là qui ont été étudiés il y a plusieurs années, on les a retrouvés en 2022. En
En 2022, on avait bien une hausse dans le nord et une diminution dans le sud. Si je prends de la hauteur par rapport à la Loire, et je regarde donc au niveau européen, c'est une carte du GIEC. On a bien une hausse de rendement sur toute la partie nord de l'Europe et une baisse de rendement sur toute la partie sud, cette différence de sécheresse qui arrive dans le cycle, qui arrive plutôt dans le cycle du blé dans le sud. Et on a bien cette hausse ici. La Loire, ici, on sera autour des moins 5 à moins 10% de rendement en moyenne. Ceci dit, ce n'est pas suffisant pour arrêter une filière. Il y aura toujours quand même du blé dans les régions de la Loire, même si ce n'est pas la culture principale. Alors vous me voyez venir ici sur cette carte-là, pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'il y a certains pays, ici, là, qui sont favorisés par le changement climatique, parce qu'ils ont de l'eau. Je vous avais montré la carte de l'Europe avec les différentes zones au nord, à la Méditerranée au nord. Au nord, il pleuvait plus. Donc il y a plus d'eau qui va tomber dans cette zone du globe. Également plus de CO2, parce que ça favorise le rendement et le verdissement de cette zone-là. Et également des découvertes de nouvelles terres agricoles, le pergélisol qu'ils font. Et je peux vous dire que les Russes, ils n'en ont rien à foutre du changement climatique et du pergélisol, ils vont l'exploiter quand même. Le changement climatique est favorable pour le Canada, pour la Russie, pour la Scandinavie, pour l'Écosse et pour l'Islande si elle n'a pas brûlé d'ici là sous les volcans. Le changement climatique leur est favorable pour ces pays-là, et en fait, le potentiel climatique du blé remonte dans ces pays-là. C'est-à-dire que l'agroclimatologie n'est pas juste pour vous dire ce qu'il faut faire sur vos parcelles, c'est aussi une cause pour l'Union européenne, notamment au niveau de la géopolitique mondiale de l'alimentation. La Russie, qui était importateur de blé net il y a 15 ans, est le premier exportateur de blé mondial maintenant, et il maîtrise d'ailleurs les prix, les marchés du blé. Et on verra sur les cartes de l'avenir que ça ne pourrait pas forcément concerner que le blé. Donc en solution adaptation pour le blé, on peut travailler sur la résistance à la sécheresse et aux canicules. Donc là, c'est la résistance variétale, notamment avoir des blés qui ont des racines plus profondes pour aller chercher l'eau en profondeur. On peut travailler la génétique espèce, mais ça concerne plutôt le maïs. On peut travailler sur de l'agronomie, donc quelque chose de terre à terre, évoluer les dates de semis par exemple. On sème le blé plus tôt à l'automne pour du coup décaler le cycle cultural, pour le récolter plus tôt en été et éviter les fortes chaleurs et les sécheresses. Quelques jours, c'est suffisant. C'est une stratégie d'évitement. L'agriculture de conservation des sols, qui est un des points majeurs de ma présentation par rapport aux solutions. Une agriculture qui respecte le sol et sa fertilité pour qu'il stocke plus d'eau. Mieux vaut stocker l'eau dans le sol que le stocker à l'extérieur sur des sols qui ne stockent pas d'eau. Donc, moins de labour, plus de couvert végétal, ça on va revenir dessus. Ensuite, on peut travailler sur le numérique, sur le matériel, les paysages et la biogéographie, mais je vais revenir sur différents points plus tard. Je passe maintenant à quelque chose qui fâche un petit peu plus, le maïs, avec une photo que j'ai prise à Barcelone. Ici, vous voyez la Sagrada Familia. Et ces éclairs-là font au minimum 13 km de haut. Il y en a 7. Alors, vous avez ici le rendement du maïs depuis 1961. C'est la même chose, augmentation avec la révolution verte et stabilisation depuis les années 2000 avec de bonnes années ici en vert et de mauvaises années en bleu. Cependant, ce qu'on s'attend d'ici 2050, c'est une diminution drastique des rendements du blé, de maïs, dans le sud. Ici compris, vous faites partie du sud dans ce graphique. Pourquoi? Simplement que le maïs, lui, il n'a pas l'effet positif du CO2. Quelle que soit la concentration de CO2, sa structure de la feuille fait qu'il ne poussera pas plus vite. Donc il n'a pas l'effet bénéfique du CO2, il ne reste plus que l'effet négatif de quoi? De la sécheresse. En plus de cela, le maïs pousse durant tout l'été, contrairement au blé, on le récolte au début de l'été. Le maïs, lui, il est planté au printemps, il est récolté à l'automne ou à la fin de l'été. Et donc il subit toutes les canicules et sécheresses, donc il n'a que des aspects négatifs sur tout son parcours de cycle. Dans le sud de la France, les rendements vont diminuer, même si on aura des améliorations génétiques d'ici là. Ça va peut-être un petit peu éviter une certaine diminution, mais la diminution sera toujours présente. Dans le nord, on a une hausse qui est attendue, parce que le maïs aime la chaleur, mais très rapidement, les sécheresses arrivant, le rendement diminuera. Donc c'est pas forcément très joyeux pour le maïs, ce qui peut laisser poser question aussi sur l'après-maïs dans le sud-ouest. Je passe maintenant au fourrage et puis aux vaches, et puis après on a des parties beaucoup plus générales. Donc le fourrage, une seule diapositive. Vous avez la 1950 en bleu et 2070 en orange, 1er janvier au 31 décembre, et ça c'est la production. Donc c'est la production annuelle du fourrage. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un beau pic de printemps. Généralement, le fourrage pousse beaucoup plus au printemps. C'est comme ça qu'on fait les stocks pour nourrir les animaux en été. Alors ce qu'on voit petit 1, c'est que l'orange démarre plus tôt. La prairie va commencer à pousser plus tôt, parce qu'il y a du CO2, il y a de l'eau, et puis il fait plus doux. C'est ce qui se passe actuellement dehors. La prairie a commencé à pousser il y a
un mois, peut-être plus, c'est extrêmement tôt. Donc on peut sortir les animaux plus tôt, à condition que le sol ne soit pas trop humide pour éviter que les vaches fassent de la boue, quoi. Petit 1 encore, on pourra rentrer les animaux plus tard et la prairie va pousser plus tard. Donc on a un potentiel aussi en hiver. L'an dernier, le gel est arrivé, enfin en tout cas chez moi, les arbres ont perdu leurs feuilles en décembre. La prairie continue, enfin ma pelouse que j'ai tondue, continue à pousser en décembre. Au petit 2 ici, ce qu'on voit, c'est que le pic de production printanier sera plus tôt, mais aussi plus haut. Donc on va plus produire dans la Loire de fourrage au printemps. Très rapidement, par contre, en été, on en produira beaucoup moins, avec une reprise automnale parfois intéressante. En fait, au niveau de l'année, on va produire la même quantité de fourrage, mais elle ne sera pas répartie de la même façon dans l'année. Donc cet excès forcément de fourrage au printemps, il va falloir apprendre à le gérer pour le redistribuer l'été. C'est pour ça qu'en solution adaptation, ici, il y a la gestion du stock fourragé. Ensuite, on peut travailler sur les paysages, on peut travailler sur la génétique des plantes à l'intérieur des prairies, donc plus de luzerne, parfois du sorgho, du métail fourragé, donc des espèces qui sont plus résistantes aux fortes chaleurs et aux sécheresses en été. Voilà, mais c'est vraiment la gestion. Et je passe maintenant aux vaches laitières, pour la dernière partie qui détaille un petit peu ces productions agricoles, avec une photo du Pic Saint-Loup ici. Si vous connaissez, je sais que vous connaissez le vin du Pic Saint-Loup. On retrouve les alcooliques habituels. Ici, c'est une montagne en fait, le Pic Saint-Loup, j'habite au pied. Voilà. Donc, pour les vaches laitières, il n'y a pas que les végétaux qui sont sensibles aussi à la chaleur, il y a aussi les humains, les insectes et les vaches, et tous les animaux d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes un être humain, parce que vous êtes un être humain dans le sens, eh bien, quand il fait chaud et humide, eh bien, vous avez un certain mal-être qui s'installe. S'il fait 32 degrés et 10% d'humidité, ça se passe plutôt bien. S'il fait 32 degrés, même température, 80% d'humidité, c'est compliqué. En réalité, Épine Delia, la télévision vous ment depuis 50 ans, ou plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle y est que je ne sais pas. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Je suis méchant. Bon, désolé, Épine Delia, en plus je l'aime bien. En réalité, votre corps ne ressent pas la température qu'on vous présente à la télé, mais il ressent la température et l'humidité. Ça s'appelle l'indice humidex pour l'homme, humidité. Et pour les vaches, c'est THI, température humidity index. C'est-à-dire que plus il fait chaud et humide, plus la vache laitière va être en stress jusqu'à un risque de mort. Pour l'homme, c'est pareil, sauf que pour l'homme, le risque de mort est plus élevé quand même que 38 degrés. Sinon, vous serez déjà tous morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de tout d'un coup des animaux? C'est simplement que quand une vache laitière va avoir chaud et qu'il y aura de l'humidité, elle va être dans un mal-être. Donc son énergie corporelle, au lieu d'être redistribuée vers la production de lait, sur laquelle elle est déterminée génétiquement pour produire du lait, il va être redistribué une partie pour régler sa température corporelle. Donc la production de lait va diminuer. En plus de cela, une vache laitière, elle va moins s'alimenter quand il fait chaud. C'est la même chose pour vous. À ma connaissance, vous ne mangez pas de raclette quand il fait 40 degrés. Rassurez-moi. Non, je ne suis pas rassuré. Je sais qu'en France, on a des habitudes particulières avec le fromage. Ceci dit, quand il fait 40 degrés, vous avez plutôt tendance à vous rabattre sur des crudités, des choses fraîches. Quand vous avez chaud, les vaches, c'est pareil. Elles mangent beaucoup moins, donc elles produisent moins de lait quand il fait chaud. Donc, un stress thermique est à l'origine de pertes économiques, mais aussi de mal-être animal qui s'installe. Si cette canicule dure plus longtemps, on peut avoir aussi des problèmes de mammites, inflammation mammaire, défense immunitaire et des problèmes de reproduction. Donc ça peut avoir des impacts économiques à moyen terme. En plus de cela, il y a l'homme qui peut accentuer cet effet-là, notamment s'il n'y a pas d'arbres dans les pâtures. Ça c'est logique, hein. Vous ne mettez pas vos enfants dans une voiture en plein soleil. Les animaux, il faut leur mettre des arbres dans les pâtures, c'est exactement pareil. En plus de cela, ça peut être accentué par certains bâtiments d'élevage qui à l'époque ont été construits très modernes dans les années 50, 60, 70, mais qui n'ont pas de ventilation latérale, qui n'ont pas de brumisateur, qui ne sont pas du tout aux normes, on va dire. Alors je ne jette la pierre à personne, à l'époque où ça a été construit, c'est qu'il y avait nécessité, mais donc il y a peut-être quelques améliorations thermiques à faire. Et donc là c'est une étuve, puisqu'on a des lucarnes qui chauffent d'en haut. Vous savez très bien, quand vous allez en dessous d'un toit avec une lucarne en pleine canicule, il fait très chaud. Voilà, donc des accentuations dues à l'homme. Et quand je regarde le nombre de jours de stress thermique, donc ici en bleu faible, en jaune modéré et en rouge fort, donc des pertes économiques associées, et bien forcément, la température augmentant, eh bien, les stress thermiques s'installent.
à tel point que dans les plaines du Forez, on aurait des pertes économiques tellement importantes en été qu'on peut se poser la question si économiquement parlant, c'est logique d'avoir des vaches laitières en plaine. Par contre, en altitude, il y aura toujours des vaches laitières. Donc il y a cette période de transition après les années 50, 2050. On peut se poser la question si ces animaux ne vont pas continuer à remonter en altitude. Quand je parle de pertes économiques, ici vous avez les pertes économiques, donc on regarde la courbe rouge à partir de 2070. On est à 70% de potentiel de production pour la plaine du Forez en été, donc ici c'est les jours de l'année. On a bien la baisse de l'été, on descend à moins 30% de production par jour par vache. C'est énorme en termes économiques. Donc on peut se poser la question si ça ne peut pas monter sur les monts du Forez, où là on n'aura que moins 10% en été. Voilà pour les vaches laitières. Donc en solution adaptation, en rouge j'ai mis surtout le bâtiment, ça peut être déjà un premier point, avec notamment des arbres autour du bâtiment, des arbres dans les pâtures, le sylvopastoralisme, les haies, les arbres isolés. Il y a des travaux qui sont faits sur les races, parce que les races mixtes, donc à viande et au lait, sont plus résistantes aux fortes chaleurs. Les vaches laitières sont les plus sensibles. Ensuite, la gestion de l'alimentation, qui est déjà faite par les agriculteurs, est très bien gérée sur cette gestion-là. Et le numérique pour certains colliers connectés, ça peut être intéressant. Restructuration pour le sud, c'est vraiment plus au sud. Donc là, c'est passage à une traite par jour, remontée en altitude, mais aussi dans certaines régions. Vous êtes vraiment à la limite ici. Il faudra plutôt s'orienter vers le vin et le caprin en plaine et les vaches en altitude pour la production animale. Voilà pour ces parties-là, et je commence sur des parties qui sont beaucoup plus transversales. Là, on va parler un peu d'argot, un peu de toutes les cultures. Et c'est des parties que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'histoire aussi dans ces parties.